Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une recherche vraiment fascinante menée par Abdelkalim Fellouri et Meriem Adjelia. Pendant des décennies, toute l'industrie technologique a accepté une sorte de règle d'or universelle dans la conception des machines. Eh bien, cette règle apparemment immuable est non seulement remise en question, mais potentiellement totalement redéfinie. Allez, on plonge là-dedans. La vraie question, au fond, c'est est-ce que tous nos ordinateurs doivent absolument rester prisonniers d'un monde strictement composé de 1 et de 0 ? C'est le postulat de base de presque toute l'informatique moderne, de nos montres connectées aux supercalculateurs les plus puissants, mais s'il existait un moyen de briser cette limitation matérielle, et ça sans avoir à réinventer complètement la façon dont on fabrique nos puces électroniques ? Au programme pour ce décryptage, d'abord, on va voir les limites de la logique binaire. Ensuite, on parlera du vieux rêve du matériel multivaleur. On passera à la fameuse percée des 4 états, puis on regardera les preuves de ce concept. Après ça, on verra comment on peut littéralement rétrécir un octet, et on terminera sur ce que tout ça implique pour l'avenir de l'informatique. Première étape, donc, les limites de la logique binaire. Quand on y pense, le contraste est vraiment frappant. D'un côté, on a le binaire classique. C'est super fiable, pas de doute là-dessus, avec seulement 2 états, la tension est haute ou elle est basse. Le gros souci, c'est que pour traiter de plus en plus d'informations, on se retrouve avec un volume de composants qui explose littéralement. Face à ça, on a la logique à valeur multiple, la fameuse MVL. En théorie, c'est génial, ça promet une capacité de données bien supérieure en utilisant plus de 2 états sur un même canal. Le hic, c'est que ça a toujours été terriblement instable. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, le rêve du matériel multivaleur. Ça fait presque un siècle qu'on essaye de créer ce matériel MVL. Mais alors pourquoi ça a raté jusqu'ici ? Imaginons un variateur de lumière. Au lieu d'avoir un simple interrupteur on-off bien clair, on essaye de régler l'intensité de manière hyper précise pour créer de nouveaux états. Disons 1/4, la moitié, 3/4. Le problème, c'est que ces tensions intermédiaires sont incroyablement fragiles. Une toute petite variation de température, un léger bruit électrique, et soudain, le système ne sait plus du tout s'il lit un état 2 ou un état 3. Et bien sûr, ces erreurs s'amplifient en cascade. Bref, s'appuyer sur l'analogique pour faire ça, c'est un vrai cauchemar pour la production de masse. Troisième partie, la percée des 4 états. C'est vraiment là que la magie opère. Le point clé de cette découverte, c'est l'unité spectrale exécutable, ou ESU. C'est un modèle logique capable de coder 4 modes bien distincts. Et l'astuce de génie, c'est qu'il fait ça en utilisant uniquement du matériel booléen classique et ce qu'on appelle la polarité relationnelle. Terminer les niveaux de tension analogique capricieux. Le système regarde des signaux standards et en déduit 4 états ultra fiables juste en analysant leurs relations. C'est vraiment brillant. Concrètement, comment ça marche ? Prenons une simple paire d'entrées binaires. Au lieu de mesurer une intensité, le système se pose 2 questions basiques. Est-ce que les bits sont pareils ou différents ? Et s'ils sont différents, lequel domine ? Un double 0 nous donne l'état neutre, ou N. Un 0 suivi d'un 1, c'est l'état positif, P. 1 et 0, l'état antiphase, A. Et un double 1 déclenche l'état exclu, X. Ces 4 canaux sont mutuellement exclusifs. Tout est mathématiquement parfait, sans aucune ambiguïté. Et quand on regarde l'architecture physique de ce circuit, il y a un truc qui saute aux yeux. Il n'y a absolument aucun convertisseur analogique numérique complexe là-dedans. C'est construit uniquement avec des composants logiques TTL ultra standards, le genre de porte est ou non contre Sparto. C'est une vraie révolution discrète parce que ça crée 4 états distincts en utilisant littéralement la plomberie numérique la plus basique de l'industrie. Quatrième partie, la preuve du concept. Parce que la théorie c'est sympa, mais il faut que ça marche en vrai. Et voilà la preuve visuelle. Ces images viennent d'une simulation et on voit très clairement les 4 états de sortie s'activer de façon totalement indépendante. Pour chaque combinaison d'entrée, on a une seule voie qui s'allume. C'est le moment où la théorie devient une réalité observable. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça tient la route à haute vitesse ? Eh bien oui. Les tests de stress dynamique l'ont bombardé de signaux asynchrones jusqu'à 8 kHz. Le résultat ? Des transitions nettes qui ne se chevauchent jamais. Pas de scintillement, aucun de ces états intermédiaires bizarres qui ruinaient la logique analogique dans le passé. Et tout ça avec un délai de propagation super court, entre 18 et 24 nanosecondes. C'est une immunité au bruit vraiment impressionnante. Pour être sûr à 100%, l'étude a même fait une double vérification sur 2 plateformes très différentes. Ça, c'est hyper important, car ça prouve que ce comportement à 4 états n'est pas juste un bug logiciel ou une particularité du simulateur. C'est bel et bien une propriété intrinsèque et robuste de cette nouvelle architecture.
Et voici la preuve ultime, physique, les traces de l'oscilloscope. Regardez la pureté de ces signaux. Ce sont des impulsions nettes, sans aucune résonance, sans interférence d'un canal à l'autre. Le circuit décode ces 4 états avec une propreté chirurgicale. 5e partie, réduire la taille de l'octet. C'est là qu'on voit l'impact direct dans le monde réel. C'est le vrai moment eureka de cette recherche. D'habitude, pour faire un octet, il faut 8 unités booléennes distinctes. Mais avec cette techno, seulement 4 cellules ESU suffisent pour faire exactement le même travail. Le besoin en espace physique sur la carte mère est littéralement divisé par 2 pour la même quantité d'informations. C'est énorme. Ce qui nous amène à notre 6e et dernière partie, l'avenir de l'informatique. Si on prend un peu de recul, les conséquences sont massives. 50% de matériel en moins, ça veut dire une baisse énorme de la consommation d'énergie par opération, ce qui est carrément le grand défi technologique actuel. Moins de cycles de commutation, ça veut aussi dire des gains de vitesse qui pourraient presque doubler. Et en plus, avec ces 4 états, on pourrait même intégrer du contexte directement dans la donnée elle-même. Ça ouvre la voie à des protocoles de communication totalement inédits. Pour terminer, ça nous laisse avec cette réflexion assez dingue. Si le matériel n'est plus obligé d'être enfermé dans les limites du binaire standard, comment est-ce que l'architecture même de nos futurs systèmes numériques va évoluer? Cette percée nous montre que grâce à une approche algébrique intelligente, on peut franchir des barrières historiques. Ça laisse vraiment la porte grande ouverte pour réinventer l'efficacité numérique telle qu'on la connaît. L'avenir de l'optimisation matérielle s'annonce décidément passionnant.